Eh bien, nous voilà pour le 6e et dernier plateau lors de cette fête du miel. Jean-Louis, vous avez déjà participé au plateau précédent et je vous remercie à nouveau d'être parmi nous. Je vais vous laisser vous présenter, car vous nous faites le plaisir de nous rejoindre. Eh bien, je suis René Sels, apiculteur professionnel installé dans le Massif des Maures et botaniste de cœur, botaniste amateur. Et voilà, un botaniste et un apiculteur forcément s'intéressent aux plantes mellifères. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les deux d'être là, d'autant que je sais que vous avez bientôt une conférence. Écoutez, on va traiter d'une thématique autour de abeilles environnement. Alors, quand on pense abeilles et environnement, on pense tout de suite à la perte des abeilles. C'est ce que les médias traitent de manière spécifique et relativement systématique. Or, dans le cadre de la préparation de ce plateau, vous nous avez ouvert les yeux et de manière assez intéressante sur le fait que ce n'était pas forcément un enjeu en Provence en tout cas, et que la perte du milieu était pour vous quelque chose de beaucoup plus problématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aujourd'hui l'actualité environnementale pour l'apiculture en Provence ? Donc je veux bien commencer en précisant ma pensée. En fait, ce n'est pas un enjeu. La disparition des abeilles est effectivement une réalité, y compris pour certains de nos collègues dans certains cas. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une situation à la fois uniforme, dramatique, où on pourrait dire oui, les abeilles disparaissent et nous, apiculteurs provençaux, on en est à se demander vraiment comment on va pouvoir continuer, il n'y a plus d'abeilles. C'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Je voulais juste nuancer ça. Par contre, il y a des cas. Il y a des cas, effectivement, où ça pose problème et où ça mérite largement qu'on se penche dessus. Et ce que je vous ai dit aussi, et là c'est un autre sujet que celui de la disparition des abeilles, même si ça peut être lié, c'est que la fragilité des milieux naturels dans lesquels on évolue avec nos abeilles à travers les transhumances, etc., partout où on va, peut avoir des incidences importantes. Si on ne respecte pas ces milieux-là, s'ils sont maltraités, s'ils sont débroussaillés à outrance, s'ils sont tout simplement considérés comme broussailles négligeables, voilà, je vais peut-être le résumer comme ça, on se retrouve devant des situations où quelquefois les abeilles n'ont tout simplement plus de ressources. C'est-à-dire les ressources, c'est pollen, pour les protéines, pour les acides aminés, pour tout le développement de la ruche, l'équilibre alimentaire et bien entendu la principale ressource qui est celle de l'énergie, le sucre qu'elle trouve dans les fleurs, donc le nectar, qui lui est la base de tous les miels qu'on va pouvoir produire. Donc ces ressources que René a appelées mellifères, nectar, pollinifères, les pollens, sont fragiles et c'est effectivement là pour nous un enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il faut les regarder avec beaucoup de respect. C'est quelque chose qu'il faut préserver. René, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement une plante mellifère et puis préciser un petit peu également votre point de vue par rapport à cette érosion du milieu et aux difficultés que ça peut poser à l'apiculture ? J'avais d'abord envie quelque part de poursuivre ce que disait Jean-Louis en disant que ces milieux fragiles sont déjà effectivement historiquement et traditionnellement en proie, en but aux incendies de forêt. Les incendies de forêt en Provence sont des catastrophes et des agressions écologiques fondamentale, majeure, et effectivement, habitant dans un hameau isolé en plein maquis, nous avons connu plusieurs incendies, et loin de moi l'idée de sous-estimer le côté sécuritaire et le côté nécessaire de la protection des maisons, des accès, ici et là. Donc, on se trouve souvent dans la situation où des pare-feux sont créés pour faire face à ce danger. Et ces pare-feux qui sont très utiles sont aujourd'hui développés d'une telle manière qu'ils posent un problème environnemental nouveau, c'est que les techniques utilisées et la répétition fréquente des entretiens font que ces milieux sont bientôt abiotiques presque. C'est-à-dire qu'on se trouve devant des zones dévastées par la machine et qui n'offrent plus aucune ressource aux abeilles. Voilà. Bon, en gros... donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une modification dans les pratiques d'entretien de ces pare-feux, une évolution dans l'entretien de ces pare-feux qui fait qu'il y a une vraie destruction du milieu et un manque de plantes mellifères aujourd'hui pour les abeilles.
C'est très schématique comme vous le présentez, mais souvent la situation se présente un petit peu comme celle-ci, en effet. C'est-à-dire qu'il y a une évolution très dans le sens de l'augmentation de l'entretien, des fréquences déjà, dans la dimension, en effet, dans les surfaces concernées. Les pare-feux sont facilement doublés de largeur sans tellement de... Et on a le sentiment qu'il y a quand même, là derrière aussi, un lobby du débroussaillage. Évidemment, il y a des équipes qui sont mises en place et qui doivent fonctionner. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit au détriment, finalement, de ce qu'on a envie ce qu'on a tous envie de préserver, c'est-à-dire finalement la nature et les ressources que la nature offre, et entre autres aux abeilles, bien entendu. Bien sûr. Donc voilà, c'est une sonnette d'alerte, enfin un cri du cœur un petit peu là qu'on pousse, et on est suffisamment motivés les apiculteurs par rapport à ce problème. Nous avons demandé qu'une étude soit faite par l'IRSTEA, qui est la nouvelle structure qui remplace le CEMAGREF, qui sont habilités à étudier et à juger des techniques utilisées en forêt, entre autres pour l'entretien des pare-feux. D'accord. Jean-Louis, lors de notre précédent plateau, vous mentionniez cette dépendance que vous aviez avec l'agriculture et que les choix en matière d'agriculture avaient des répercussions sur l'exercice de votre métier. Donc si je comprends bien, on a une agriculture qui peut couper plus tôt, qui a tendance à désherber également le pourtour de ces parcelles, des problématiques de pare-feu. Donc on est là vraiment, là ce sont les enjeux, vous, sur un plan environnemental qui, j'ai envie de dire, vous impactent le plus dans l'exercice de votre métier. Ce sont en fait deux préoccupations parallèles, hein, mais l'agriculture et ses pratiques qui évoluent. Et nous, on doit subir et s'adapter la plupart du temps, ou en tout cas essayer de faire comprendre quels sont nos problèmes. Après, il y a les milieux complètement naturels. Quand vous êtes au cœur du maquis, on n'est pas dans un milieu agricole. Hein, ce sont des bruyères, ce sont des cystes, des arbousiers, des lavandes maritimes, des myrtes, des asphodèles. Enfin, moi, je ne vais pas faire la liste. Hein, c'est à René de la faire mieux que moi. Mais on est devant des milieux qui ne sont pas du tout liés à l'agriculture. À la rigueur, on pourrait considérer dans certains cas qu'il peut y avoir, mais ça ne représente pas des grandes surfaces, qu'il peut y avoir un petit peu de pastoralisme dans ce genre de milieu. Mais la plupart du temps, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans des milieux typiquement agricoles, on est dans des milieux plutôt naturels. Donc c'est pour ça que je dis il y a bien les deux aspects. Notre relation, nous, avec les plantes, s'établit à travers des plantes qui sont dans des milieux naturels, que je vais vous lister simplement en quelques mots. Hein, donc garrigue, maquis, les préalpes, donc ce qu'on appelle nous les préalpes, c'est-à-dire la moyenne montagne provençale en milieu calcaire, hein, la plupart du temps. La haute montagne, milieu alpin, c'est autre chose. Hein, voilà. Et puis, alors on est sur la Côte d'Azur, là c'est encore autre chose. Il y a des parties qui sont plus urbaines avec des plantes qui commencent à être un petit peu plus exotiques parce qu'importées. Voilà, des choses comme ça. Et voilà, notre relation avec les plantes passe par ce genre de milieu. Et après, bien entendu, à travers celles qui sont cultivées à grande échelle par l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre région, est à moins grande échelle que d'autres régions. Mais c'est clair, hein, on a la lavande, heureusement, qui est donc une culture très importante, hein, à laquelle on est très attaché. Et là, il faut bien qu'on fasse attention à ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Les lavandiculteurs, ça je peux quand même en dire un mot, sont aujourd'hui confrontés à des graves problèmes de dépérissement des plants de lavande, hein, des plants de lavande et lavandins. D'accord. Ils investissent dans des nouvelles parcelles, ils font leur bouture, ils font le travail, ils plantent la première année. En général, la première année, la plante ne donne rien. La deuxième année, au moment où elle pourrait commencer un tout petit peu à produire, elle jaunit. Elle dépérit et elle peut mourir tout simplement. Et c'est quelque chose qui est en train de gagner aujourd'hui. Vous voyez, donc ça, c'est un problème que connaissent aujourd'hui nos collègues agriculteurs, lavandiculteurs, et que nous subissons par contre-coup, parce que forcément, si les lavandes meurent, on n'a plus assez de lavande pour faire butiner nos abeilles. Et de plus, la tentation pourrait être le découragement. Les céréales aujourd'hui valent cher. On le sait, l'agriculteur qui a des grandes surfaces peut se dire, bon après tout, les lavandes meurent, j'attendrai qu'on trouve des lavandes qui ne meurent pas et pour l'instant je fais du blé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle les lavandes dépérissent ? Oui, tout à fait. Oui, il s'agit d'un phytoplasme, c'est une forme de bactérie qui est véhiculée par un insecte et le dépérissement est tout à fait authentifié, oui. D'accord. Et on n'a pas encore trouvé véritablement de parade contre ce dépérissement. Pas vraiment. Ils cherchent des pieds résistants. Je crois que ce serait ça un petit peu la piste, mais bon, le temps de trouver la solution.
D'accord. Un thème que je souhaiterais peut-être aborder avec vous pour avoir votre point de vue. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce que en apiculture, vous ressentez une évolution au niveau du climat et le cas échéant, quelle est sa forme? Ou est-ce que pour vous, voilà, ça reste un mot qui est souvent véhiculé, mais vous ne le constatez pas dans votre métier? Bah, franchement, il est très difficile de juger des effets du réchauffement climatique, mais il semble bien qu'on ait été confronté à une sécheresse très importante entre 2003 et 2007. Cette sécheresse a eu des conséquences sur les milieux naturels, sur le maquis, sur des espèces qui sont normalement très résistantes, comme la bruyère, comme d'ailleurs les chênes également. Et donc, beaucoup d'espèces, comme la calune et la bruyère blanche en particulier, ont souffert de cette sécheresse, encore plus, j'allais dire, que des incendies de forêt. D'accord. Voilà. Alors, depuis, on a des saisons très pluvieuses, y compris aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui l'atteste, et je pense que nos problèmes de micro ne sont pas étrangers au taux d'humidité. Voilà, la journée d'aujourd'hui l'illustre. Et en tout cas, ces pluies, curieusement, n'ont pas jusqu'ici vraiment renversé la vapeur au niveau de certains dépérissements, j'allais reprendre le terme utilisé pour les lavandes, en fait, de mortalité des bruyères qui ont succédé à la période de sécheresse. Alors évidemment, il va y avoir un réajustement et une reprise de la végétation. En tout cas, ce printemps pluvieux est une bénédiction pour l'apiculture parce que les plantes nourricières pour les abeilles, les plantes mellifères, profitent évidemment de ces pluies. En Provence, on a quand même plus facilement de la chaleur et de la sécheresse, et les pluies sont toujours globalement déficitaires, ou du moins sont toujours attendues avec bonheur. Et donc une journée comme aujourd'hui, si elle est triste pour la fête, c'est un vrai bonheur elle est heureuse pour la biodiversité. Pour la nature, tout à fait. Ce que je voudrais dire, en tout cas au niveau du ressenti, une fois de plus, on n'est pas sur des considérations scientifiques, mais le réchauffement climatique, moi j'ai l'impression qu'on a en fait des modifications climatiques et qui sont sans doute dues à ce réchauffement global de la planète. On a souvent malheureusement perdu en plein été les fameux orages du 15 août, l'orage du 14 juillet, ce genre de choses qui étaient très très importantes pour nous. Quand on pouvait redescendre nos ruches dans l'Estérel après être passé par la lavande par exemple, l'Estérel est mort enfin, en milieu de maquis sec. Donc quand on pouvait redescendre après un bel orage qui avait lieu en fin d'été, ça change complètement la donne, tout revit, c'est à nouveau presque un deuxième printemps. Ça fait quelques années qu'on n'a plus ça. On n'a plus ces pluies d'été. On est obligé d'attendre quasiment novembre pour qu'il pleuve. Et quand il pleut des trombes. Ce sont de véritables inondations. Et c'est trop tard. Et c'est trop tard pour que la végétation et pour que les abeilles du coup puissent en profiter, pour que les reines se mettent à répondre, pour que donc les ruches soient belles pour passer l'hiver. Vous voyez, tout s'enchaîne. La végétation donne le départ, les abeilles butinent. Les reines savent qu'ils rendent des ressources, elles se remettent à pondre et tout ce petit monde va se porter en bonne santé, va être en bonne santé pour passer tous les mois difficiles de la période froide. Vous n'avez pas ça à l'automne, et là vous rentrez dans l'hiver avec des abeilles vieilles, pas beaucoup de renouvellement de population, et à la sortie, on peut retomber donc sur la question de départ, est-ce qu'on n'a pas des mortalités, et donc là des disparitions qui pour le coup sont explicables, on n'est pas du tout devant un mystère. On sait pourquoi on les perd dans ces cas-là. Mais vous voyez, donc on peut avoir des conséquences. Tout ça est très imbriqué. Climat, plantes, santé des ruches, bien sûr. Voilà, faut bien comprendre, les abeilles, c'est pas quelque chose qui vit comme ça, ça vit pas de l'air du temps. Ça a besoin de ressources précises. On les considère souvent comme les sentinelles de l'environnement. Voilà, mais c'est à juste titre, clairement. Bon, voilà, elles nous disent des choses. Encore faut-il qu'on ait envie de les entendre. Tout à fait. Eh bien écoutez, je vous propose que nous en restions là parce que je sais que vous avez une conférence et un public qui vous attend. Et puis le matériel commence à vraiment envie d'être mis au sec. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux. Je vous souhaite une belle fête du miel, une belle fin de fête de miel. Et puis j'espère que ce dérèglement climatique profitera aux plantes mellifères et puis qu'on va directement à vos abeilles. Une très bonne récolte au mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous. Merci.